Stefan Fugger es redactor en el Servicio Medio Ambiente y Ciencia del periódico Le Monde, el periódico francés desde el 2002. Con formación académica científica, egresado de la Escuela Superior de Periodismo de Lille en 2002, es especialista en la difusión del conocimiento científico y tecnológico. La presentación va a ser en francés, entonces si tienen los audífonos, es el momento. Bonjour, j'ai cru comprendre qu'on était très en retard et que l'heure du déjeuner approchait, donc je vais essayer de faire très vite. D'abord, je voudrais m'excuser de ne pas être capable de m'exprimer en espagnol. Ça, c'est la première excuse que je voulais faire. Et la seconde, c'est d'avoir mes slides en français, qui ne sont qu'un pense-bête. Donc, ce qui est écrit, je le dirai de toute façon, donc ça ne devrait pas trop poser de problème de compréhension. Alors, je vais essayer de vous parler, non pas de science stricto sensu, mais de la communication de la science, c'est-à-dire de la manière dont l'opinion publique, les opinions publiques perçoivent le consensus scientifique ou l'état des connaissances scientifiques sur la question climatique. Consensus scientifique qui peut être très rapidement et très grossièrement résumé en 3 points. 1, le changement climatique est une réalité. 2, il est causé essentiellement par les activités humaines. Et 3, c'est un problème. Donc c'est sur ce trépied en fait que repose le consensus scientifique, en lequel, en quelque sorte, une grande part des opinions occidentales ne croient pas. En tout cas, une part importante. Alors ça peut sembler quelque chose de tout à fait incroyable. Et je ne sais pas si le terme même de climato-sceptique existe en espagnol. En tout cas, climato-sceptique est entré dans le dictionnaire, entrera dans le dictionnaire en 2016 en France. Hein, le Larousse et le Grand Robert, donc les 2 grands dictionnaires, vont intégrer ce terme dans leur corpus lexicographique à la rentrée prochaine. Et c'est un terme qui existe également aux États-Unis depuis longtemps. Donc climato-sceptique, qu'est-ce que c'est? Ça définit un discours ou quelqu'un qui ne croit pas dans le consensus scientifique dont je parlais à l'instant. Alors pourquoi est-ce que c'est notable et pourquoi est-ce que c'est important? C'est notable pour plusieurs raisons. La première, c'est que la question climatique est au centre d'une activité d'expertise internationale inédite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres sujets scientifiques qui aient été autant étudiés ces 4 ou 5 dernières décennies, autant étudié par plusieurs communautés, par plusieurs disciplines. Hein, c'est aussi bien des physiciens de l'atmosphère, des chimistes de l'atmosphère, des biologistes, des écologues comme Franck Corchamps, qui, chacun dans leur compartiment de la science, constatent le changement climatique et, pour une grande part d'entre eux, l'attribuent aux activités humaines. Donc, en dépit de ce consensus scientifique très large, il reste donc une incrédulité, un doute, un scepticisme important dans les populations. Pour bien comprendre à quel point ce hiatus entre les opinions publiques et les scientifiques est étonnant, il faut rappeler en 2 mots le processus par lequel le consensus scientifique est établi. Il est établi par un groupe dont il a été question dans les présentations précédentes, qu'on appelle l'IPCC en anglais, International Panel on Climate Change, ou GIEC en français, groupe intergouvernemental d'experts sur le changement climatique, sur l'évolution du climat, pardon. Ce groupe est constitué de plusieurs centaines de scientifiques d'une variété de disciplines, qui produit un brouillon, une version de travail de son rapport tous les 6 ans environ. Ce brouillon est ensuite ausculté par le reste de la communauté scientifique compétente. Alors on parle là de plusieurs centaines de chercheurs, de manière totalement transparente. Chaque chercheur qui a pu lire une version de travail est fondé à adresser aux auteurs de chaque chapitre une liste de commentaires qui doivent nécessairement être pris en compte pour obtenir une 2e version de travail qui ensuite va être soumise aux experts des gouvernements, des entreprises qui le souhaitent et des ONG. Et donc tout ce monde-là va pouvoir finalement donner un avis avant la publication définitive du rapport sur la manière dont la science a été compilée, dont elle a été synthétisée dans ces rapports. Donc c'est quelque chose d'incroyable quand on y réfléchit, parce qu'il n'y a pas de texte plus consensuel que les rapports du GIEC produits dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que ce sont des textes qui sont endossés par tous les gouvernements, toutes les entreprises, toute la société civile et l'écrasante majorité de la communauté scientifique compétente. Donc on ne peut pas trouver plus consensuel que les rapports du GIEC. Donc il faut bien avoir à l'esprit ça, c'est que la Chine, l'Arabie Saoudite, des pays exportateurs de pétrole comme la Russie ou le Venezuela
signent le rapport du GIEC, ils sont d'accord avec ce qu'il y a dedans. Et s'ils sont d'accord avec ce qu'il y a dedans, c'est pas parce que ce qu'il y a dedans leur fait plaisir, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Voilà. Donc malgré ce niveau de consensus énorme, on va voir que dans les populations occidentales, il reste beaucoup de scepticisme. Alors la première question le premier point que je vais aborder très rapidement, c'est précisément d'essayer de quantifier un petit peu ce qui se passe dans l'opinion publique, dans les opinions publiques. Je vais prendre deux exemples, les États-Unis et la France. Ensuite, j'essaierai de vous raconter, de la manière la moins ennuyeuse possible, la manière dont ce discours, finalement, est né, parce qu'il est né à un moment donné, c'est-à-dire qu'il n'a pas existé il n'existe pas de toute éternité, il n'existe pas depuis que la science climatique existe, c'est-à-dire qu'il y a eu toute une partie de l'histoire des sciences climatiques au cours de laquelle il n'y avait pas de contestation, le climato-scepticisme n'existait pas, ni le mot, ni le discours sous-jacent. Et enfin, dans une troisième partie, j'essaierai de vous raconter rapidement la manière dont ce discours, dont cet argumentaire, qui est en fait qui n'est rien d'autre qu'une campagne de propagande, je vais essayer de vous en convaincre tout à l'heure, la manière dont ce discours s'est diffusé, s'est propagé hors de son berceau natal en quelque sorte, qui est les États-Unis. Alors l'état de l'opinion française, je vais vous donner juste rapidement les résultats d'une enquête d'opinion qui a été rendue publique pas plus tard que la semaine dernière. 93% des personnes interrogées, des Français interrogés, pensent que le réchauffement est une réalité. Et au total, 86% de l'ensemble des personnes interrogées pensent que le réchauffement en cours est anthropique. Alors on a relativement peu de recul historique sur l'évolution de cette opinion en France, mais a priori on peut se dire qu'on a un niveau de consensus relativement acceptable et que les gens sont tous relativement persuadés de la réalité du problème. En réalité, quand on regarde les choses d'un peu plus près, c'est pas aussi clair que ça. C'est pas aussi clair que ça parce que on demande aux personnes interrogées une graduation de leur niveau de conviction dans leur croyance dans le réchauffement climatique anthropique. Et on se rend compte que, alors je ne sais pas si vous voyez, c'est un petit peu flou, mais en réalité, si on s'en tient à la réalité du réchauffement lui-même, sans poser la question de savoir s'il est dû aux activités humaines ou pas, on se rend compte que 50% des gens pensent que le réchauffement n'est que probable. Et que un peu plus de 40% des personnes interrogées pensent qu'il est certain. Et donc là, on a déjà un premier élément qui marque un fossé relativement important entre la communauté scientifique compétente qui, dans le dernier rapport du GIEC, ou de l'IPCC comme on veut, dit grosso modo que le réchauffement climatique anthropique est virtuellement certain, c'est-à-dire 99%. Alors ils ne peuvent pas dire 100% parce qu'une fois qu'on a dit 100%, on sort de la science et on rentre dans autre chose. Et on ne peut pas écarter radicalement la possibilité que quelque chose soit passé inaperçu, même si c'est tout à fait improbable. Donc c'est 99%, virtuellement certain. Et là on voit que dans la population française, parmi les gens qui répondent oui à la question de savoir si le changement climatique est une réalité, eh bien la moitié pense que ça n'est que probable. Que probable, c'est, si on s'en tient à, disons, la terminologie scientifique, c'est 66%, plus que 66% de probabilité. Donc on voit qu'il y a un écart important entre la science et l'opinion. Et quand on pose la question aux 93% qui répondent oui, de savoir si le changement climatique est lié aux activités humaines ou non, eh bien on retrouve grosso modo la même partition avec une majorité des personnes interrogées qui n'estiment que probable le fait que ce soit lié aux activités humaines. Donc là, malgré, disons, des résultats grossiers qui sont relativement encourageants, eh bien on se rend compte que même en France, il reste un hiatus important. Pour la petite histoire, si on ne peut pas penser que les scientifiques, d'une manière générale, sont tous d'accord. Moi, je préfère parler toujours de communautés scientifiques compétentes, c'est-à-dire les gens qui travaillent dans ce secteur de recherche. Pour vous donner un exemple très récent, la semaine dernière, l'Académie des sciences française a vu la publication d'un de ses avis sur le changement climatique entravée parce qu'à l'Académie des sciences françaises, il reste des scientifiques climato-sceptiques, qui ne sont pas chercheurs en sciences du climat, qui sont géologues, géophysiciens, géomagnéticiens, géochimistes, etc., mais qui persistent à douter, comme une partie de leurs concitoyens, de la réalité du changement climatique anthropique. Dernier point à ajouter sur cette petite présentation de l'opinion française, ces résultats marquent malgré tout, en 3 ans, une variation énorme par rapport aux dernières données qui sont disponibles
à partir grosso modo des mêmes questions. En 2012, 35% de la population française, donc c'était il n'y a pas 3 ans, 35% de la population française se disait climato-sceptique, c'est-à-dire ne croyait pas au consensus scientifique sur le réchauffement. Donc c'est une variation, si on s'en tient à nos fameux 86% de départ, c'est une variation de 20 points en l'espace de 3 ans, ce qui est absolument considérable. Donc on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Voici derrière moi, vous voyez quelques manchettes de journaux, Le Figaro, qui titraient en 2010 « Réchauffement climatique, le doute gagne du terrain ». Alors évidemment, le dire, pour le lecteur, ça veut dire que le doute est une réalité. Voilà, dans Le Monde, qui n'était pas en reste, une grande page débat, une tribune, le droit au doute, rétablir un climat de raison. Donc en fait, vous voyez bien la rhétorique qu'il y a derrière. Douter, c'est être raisonnable. Toujours Le Monde, climat, les questions qui restent posées. La Terre ne se réchauffe plus, nous dit Le Point, par la voix de Didier Raoult, qui était un microbiologiste. Donc tous ces gens-là, tous ces gens qui s'expriment, qui prennent la parole, sont des scientifiques qui sont hors du champ de la science climatique. Et là, on voit encore un autre quotidien très populaire, français, le Parisien, réchauffement, mais qui est responsable? Qui est responsable, voilà. Donc la raison de cette persistance du doute dans l'opinion, c'est bien évidemment une question du traitement médiatique, c'est-à-dire ça marque l'échec, il ne faut pas avoir peur de le dire, hein, l'échec de la presse dans son ensemble, la presse écrite, mais aussi la presse audiovisuelle, l'échec à transmettre un savoir qui est acquis de longue date. Et on verra que c'est de bien plus longue date que ce qu'on a à l'esprit. Aux États-Unis, la situation est encore plus inquiétante en quelque sorte. Alors sur ces deux courbes, vous avez les deux mêmes questions, hein, grosso modo, posées à un échantillon qui est suivi par le Pew Research Center au cours du temps. Et vous voyez, chose extrêmement paradoxale, qu'il y a un peu plus de 40% des personnes interrogées aux États-Unis qui donnent foi à la réalité du changement climatique anthropique en 2006, et que graduellement, ça va descendre jusqu'à 34% en 2010. Alors c'est extraordinaire à plusieurs titres. Alors déjà, on peut penser qu'après 2005 et l'ouragan Katrina, il y a eu une sorte de prise de conscience de l'opinion américaine sur la question du changement climatique. On voyait que des phénomènes extrêmes qui sont plausiblement liés au réchauffement du climat peuvent produire des situations sociales et économiques désastreuses. Je ne sais pas si vous vous souvenez des images de la Nouvelle-Orléans après le passage de l'ouragan, mais c'était quelque chose d'assez incroyable de voir en fait le délitement complet de la société face à cette catastrophe. Donc il y a eu certainement une prise de conscience. Et puis bizarrement, après 2007, eh bien, cette confiance s'est érodée. Et pourquoi bizarrement? Parce que 2007, comme l'a rappelé Monica tout à l'heure, c'est la date de publication du 4e rapport du GIEC, qui dit, en substance, il y a 90% de chances que le changement climatique en cours soit d'origine anthropique. Donc, on ne peut pas comprendre comment la publication d'un élément de consensus scientifique aussi fort que le 4e rapport du GIEC conduise aux États-Unis à une érosion de la confiance dans le diagnostic. Érosion qui va se poursuivre jusqu'en 2010, où là, 34% de la population fait confiance au consensus, ce qui veut dire que donc 65% des Américains ne croient pas au changement climatique anthropique. Alors, on peut balayer ça d'un revers de main, mais on est quand même en démocratie et il est évident que des responsables politiques ne peuvent pas prendre des décisions fortes qui engagent leur économie, qui engagent tous les systèmes économiques qui ont été construits depuis la révolution industrielle, qu'on engage ces transformations lourdes, alors que vous avez les 2/3 de vos administrés qui pensent que le problème n'existe pas. Donc voilà pourquoi cette question du climato-scepticisme est importante et pourquoi, à mon sens, elle a été un des éléments déterminants au fait qu'on a perdu tant de temps avant de se décider à agir, ce qu'on n'a toujours pas encore complètement fait. Alors, quel est le déterminant derrière tout ça? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraisemblablement la couverture médiatique et plus précisément ce qu'il y a en amont des couvertures médiatiques, c'est-à-dire les relations publiques. Alors, est-ce que ça a toujours été le cas, hein? C'est la question que je posais tout à l'heure. Est-ce qu'on a toujours eu ce hiatus entre la couverture médiatique du changement climatique et l'état des connaissances scientifiques? Alors, je vais vous montrer des papiers très surprenants qui ont tous été publiés en 1979, donc à une époque où le GIEC n'existe pas.
ce sont des articles qui sont publiés dans le New York Times. Et vous voyez que les titres sont relativement peu ambigus. Les experts expliquent que la désintégration de la calotte antarctique va causer des inondations généralisées. Les scientifiques avertissent les États-Unis du péril du dioxyde de carbone. Hein, on parle du réchauffement. Hein. La question est si peu controversée quand vous lisez ces articles. C'est-à-dire quand vous lisez ces articles, il n'y a aucune voix discordante. Les gens disent le consensus scientifique de l'époque. Et ils le disent avec tellement de clarté et tellement et de manière tellement univoque que le New York Times, par exemple, n'hésite pas, pourtant un journal assez pas conservateur, mais disons très prudent, n'hésite pas à faire un éditorial en cette année 1979 pour expliquer qu'on prend un risque avec le dioxyde de carbone. 1979. Alors, 1979, qu'il n'y a aucune augmentation mesurable des températures moyennes de la Terre, c'est-à-dire qu'on est toujours dans la variabilité naturelle du climat. Le changement climatique est en cours, il est engagé, mais il n'est pas mesurable. Et pourtant, vous voyez qu'on est capable de faire des éditoriaux dans la presse pour dire des choses fortes à partir de constats scientifiques qui ne sont pas encore directement mesurés. Alors ça, c'est une citation que je trouve admirable, qui montre que le discours climato-sceptique a un début, et que ce début est postérieur à 1987. Donc Claude Allègre, vous ne savez certainement pas de qui il s'agit. C'est un grand scientifique français, un grand géochimiste qui a eu des palanquets de médailles, médaille d'or du CNRS, prix Crawford, médaille Wollaston, qui a été ancien ministre, enfin bref, qui est une personnalité scientifique de premier plan et qui est, depuis quelques années, le chef de file des climato-sceptiques en France. Eh bien, donc il est tout à fait opposé au consensus scientifique. Eh bien, voilà ce qu'il écrivait en 1987. Il écrivait, tout simplement, dans un de ses livres, « En brûlant des combustibles fossiles, l'homme a augmenté le taux de gaz carbonique dans l'atmosphère, ce qui fait, par exemple, que depuis un siècle, la température moyenne du globe a augmenté d'1,5 degré. » Donc, celui qui est aujourd'hui le chef de file du climato-scepticisme en France, et qui est un scientifique, en 1987, évacuait la question en une seule phrase dans un de ses livres, parce que la question était tellement évidente qu'elle ne méritait même pas d'être plaidée. Donc ça montre que quelque chose s'est produit après 1987 pour fabriquer, pour construire ce discours. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne vais pas m'attarder là-dessus, puisque Monica l'a très bien raconté dans la chronologie qu'elle a dressée de tous ces événements. Dans les années 70 et au début des années 80, il n'y a pas de, comme on l'a vu dans la couverture que fait le New York Times, il n'y a pas de contestation audible de la science climatique. Et cette contestation, elle apparaît à la fin des années 80. Et pourquoi est-ce qu'elle apparaît à la fin des années 80 ? Parce qu'au cours des années 80, apparaissent tout un corpus de disciplines scientifiques, des sciences de l'environnement, on va dire, qui imposent à l'activité économique des réglementations contraignantes. Dans les années 80, c'est à ce moment-là que des chimistes de l'atmosphère détectent ce problème du trou dans la couche d'ozone. Et en 1986, c'est-à-dire très rapidement après, on signe le protocole de Montréal qui interdit progressivement l'utilisation des chlorofluorocarbures qui sont responsables de la dégradation de l'ozone stratosphérique. De la même manière, quelques années auparavant, l'administration américaine prend une loi pour lutter contre les pluies acides, c'est-à-dire une loi qui réglemente les émissions de dioxyde de soufre des centrales à charbon aux États-Unis. Donc, au milieu des années 80, les milieux d'affaires américains réalisent qu'il y a tout un corpus de sciences qui sont susceptibles non pas d'augmenter la connaissance pour produire de l'activité économique, produire des brevets, produire des technologies, produire des choses qu'on peut vendre tout simplement, mais que ce sont des sciences qui sont en train de se structurer autour du diagnostic et qu'elles peuvent, au contraire, être une entrave à la bonne marche des affaires. À la fin des années 80, il se passe deux choses qui n'ont pas de rapport l'une avec l'autre, mais qui en réalité jouent un rôle chacune à leur manière dans la naissance du climato-scepticisme. À la fin des années 80, comme l'a rappelé Monica, le GIEC est créé par le G7 et l'Union soviétique s'effondre. Alors, on se dit qu'a priori, il n'y a pas de lien entre ces deux événements, mais on va voir qu'il y en a un. Il y en a un dans la genèse de ce discours climato-sceptique. Alors, comment ? C'est une historienne des sciences américaines qui s'appelle Naomi Oreskes et qui a fait une enquête historique très fouillée dans un livre de référence qui s'appelle « Les marchands de doute », Merchants of Doubt en anglais, et qui a identifié en fait les trois pères en quelque sorte du discours climato-sceptique aux États-Unis. Alors, pour faire l'histoire rapidement, en 1984, si vous vous en souvenez,
l'administration Reagan fait la promotion ce qu'on appelle le SDI, le Strategic Defense Initiative, qui a été traduit dans la presse populaire par la guerre des étoiles, et qui était voilà, un dispositif de défense dirigé contre la menace que représentait à l'époque l'Union soviétique. Et cette guerre des étoiles de Reagan était très contestée dans la communauté scientifique. Et 3 physiciens américains, Robert Jastrow, Frederick Seitz et William Nirenberg, qui sont 3 physiciens sans aucun rapport avec les sciences du climat. Le premier est astrophysicien, le second était physicien du solide et le troisième physicien nucléaire, qui sont des gens qui avaient une énorme aura dans les communautés scientifiques aux États-Unis, créent un think tank. Alors je ne sais pas trop comment on le traduit en espagnol. En français, on dit cercle de réflexion. Ce sont des organisations qui jouent un rôle très important aux États-Unis pour structurer le débat public. Des organisations qui sont en interaction permanente avec les responsables politiques, avec les parlementaires, avec les chefs d'entreprise, et qui leur fournissent des avis d'experts, des papiers, des livres blancs, des rapports scientifiques, etc. Et il crée en 1984 le George Marshall Institute pour défendre la guerre des étoiles. À la fin des années 80, donc, l'Union soviétique s'effondre, et ce George Marshall Institute, qui s'est créé dans l'opposition avec l'Union soviétique, se retrouve finalement orphelin d'adversaires. Et il est orphelin d'adversaires, et en même temps, on voit, comme je racontais tout à l'heure, on voit émerger ces disciplines scientifiques qui sont susceptibles de venir entraver l'activité économique aux États-Unis par le biais de réglementations environnementales. Et qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces 3 physiciens américains? Il se passe que ces gens-là vont comprendre les sciences de l'environnement qui sont en train de se structurer comme un avatar du communisme. C'est-à-dire que le communisme qui bridait l'esprit d'entreprise, qui imposait des réglementations extravagantes, eh bien, va être remplacé par les sciences de l'environnement. Et donc, naturellement, il y a une expression très rigolote qui a été inventée aux États-Unis par ces gens, qui disait en gros, les environnementalistes sont des pastèques. Ils sont verts à l'extérieur, mais rouges à l'intérieur. Et c'est vraiment sur cette idée que va se structurer tout ce mouvement qui naît donc à la fin des années 80. Voici Robert Jastrow, Frederick Seitz et William Nirenberg, les 3 pères du climato-scepticisme, 1988-89. Alors les instruments, on a vu que le George Marshall Institute a été le premier instrument, le premier véhicule du climato-scepticisme, mais dès le début des années 90, alors qu'on a le sommet de Rio, où de plus en plus les Nations Unies vont s'impliquer sur ces questions environnementales, eh bien, on va voir apparaître une galaxie de think tanks comparables au George Marshall Institute, think tanks qui sont totalement inconnus hors des États-Unis, le Cato Institute, le Competitive Enterprise Institute, le Earthland Institute, etc., l'Alexis de Tocqueville Institute. Et ces organisations vont porter dans le débat public une parole climato-sceptique qui va systématiquement remettre en question le consensus scientifique, l'état de la science, sa solidité, l'intégrité des scientifiques qui produisent cette science. Alors il y a des moyens objectifs de quantifier, d'évaluer l'action de ces think tanks sur justement le débat public en ce qui concerne le climat. Un sociologue américain qui s'appelle Peter Jack, qui est à l'université de Floride, a publié un travail en 2008 qui a consisté à essayer de regarder tous les livres grand public qui étaient publiés en Amérique du Nord, aux États-Unis et au Canada, et qui diffusaient des thèses climato-sceptiques. Et il constate que 90% des auteurs de ces livres sont financés par ces think tanks, ou un lien organique et financier avec ces think tanks. Pour vous donner la mesure de l'argent qui a été investi dans ces organisations pour contrer le changement climatique, je cite les travaux d'un autre sociologue américain, travaux beaucoup plus récents, qui date de 2013, Robert Brull, et qui a, lui, passé au peigne fin toutes les données fiscales disponibles sur les donations en fait, d'entreprises ou de fondations philanthropiques à ces fameux think tanks. Donc il a identifié environ 90 think tanks ou 90 organisations professionnelles qui portent un discours climato-sceptique dans le débat public, et il a essayé de regarder par qui elles étaient financées à partir de données publiques. Donc tout ça est public. Et il arrive à un chiffre qui est absolument spectaculaire. Selon ses calculs, entre 2003 et 2010, ce sont environ 900 millions de dollars qui sont injectés dans ce que lui appelle le contre-mouvement climatique américain. Donc c'est presque 1 milliard de dollars par an qui est investi pour diffuser du doute, du scepticisme dans la discussion publique autour du climat. Bon, je vais me dépêcher parce que les gens commencent à s'en aller.
voilà. Alors il y a eu énormément de choses écrites sur ces think tanks qui s'expriment sur beaucoup de thématiques, pas seulement le changement climatique, c'est toutes les thématiques qui sont chères au mouvement néoconservateur ou libertarien américain, c'est-à-dire la dérégulation, la disparition de l'État, le fait que la libre entreprise et la loi du marché deviennent les lois fondamentales de la société. Donc sur tous ces sujets, ces think tanks s'expriment, bien évidemment. Mais bon, il y a toute une variété de fuites, de documents internes de ces organismes qui ont été publiés dans la presse et qui montrent que la question climatique est vraiment majeure, c'est-à-dire que pour lever de l'argent, pour que ces think tanks puissent séduire des investisseurs qui sont des grandes entreprises, comme j'ai dit, des fondations philanthropiques qui sont généralement liées à ces entreprises, qui sont des entreprises de la pétrochimie, des industries fossiles, de la manufacture, etc. Pour les convaincre de donner de l'argent, eh bien, il faut présenter un plan d'action sur le climat, un plan d'action pour diffuser du doute, du scepticisme dans le débat public, dans la presse, sur Internet. Alors, justement, les outils, c'est pas très compliqué, en fait. Hein. C'est du recrutement de pseudo-experts pour prendre la parole dans la presse comme expert, c'est-à-dire pour s'exprimer en tant que scientifique, même si on ne l'est pas, sur le sujet, pour dire la science est fragile, la science est jeune, les modèles climatiques ne marchent pas, et toute une variété d'arguments, de légendes urbaines qui sont comme ça injectées, mises en circulation. On peut également, chose un peu plus compliquée, financer des vrais chercheurs en sciences du climat pour alimenter le contentieux dans la littérature scientifique. Je me dépêche parce que je crois que je suis très en retard. C'est-à-dire pour, en gros, contester des résultats publiés. Un aspect très important, c'est la mise en circulation sur Internet par le biais de blogueurs ou de gens qui publient sur Internet des éléments de langage, des données truquées ou sorties de leur contexte, des légendes urbaines, des vraies légendes urbaines dont chacun ici a entendu plus ou moins parler. Par exemple, qu'au Moyen-Âge, eh bien, il faisait beaucoup plus chaud et puis tout allait bien. Le Groenland était une terre verte au temps des Vikings, que les modèles climatiques, les logiciels, les machines informatiques qui reproduisent le fonctionnement du climat terrestre se trompent, etc., etc. Donc tout ça, ce sont des légendes urbaines qui circulent sur Internet à haut débit et qui ont un impact énorme, on le verra dans la suite, sur l'opinion. L'élégance en fait de cette campagne de propagande, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très bien pensé, très bien construit, c'est qu'en fait elle retourne des valeurs fondamentales de la science contre elle, c'est-à-dire elle retourne une valeur essentielle de la démarche scientifique qui est le doute méthodique, c'est-à-dire on ne croit pas n'importe quoi, hein, on essaye de reproduire les choses et on est systématiquement dans une attitude de doute constructif, c'est-à-dire on essaye de s'opposer par définition, en quelque sorte, à un résultat étonnant. Eh bien, on va pas le croire tout de suite, on va faire preuve de scepticisme, on va essayer de reproduire les expériences pour essayer de les valider. Donc ce scepticisme, en fait, il a été retourné contre les sciences du climat en étant poussé comme ça à une extrémité où finalement on finit par s'interroger sur la rotondité de la Terre. Et non seulement la démarche scientifique a été instrumentalisée, retournée contre elle, mais également les valeurs du journalisme, les valeurs de traitement contradictoire, c'est-à-dire il faut donner la parole aux uns et aux autres, eh bien, là encore, cette valeur a été retournée contre elle et on a fait croire que le bon journalisme, que la bonne façon de parler de ça était de donner la parole aux tenants du consensus scientifique et à égalité la parole à ceux qui le contestent, ce qui est bien évidemment complètement biaisé. La transmission du climato-scepticisme, très rapidement. On a vu tout à l'heure qu'un des axes de cette campagne de propagande était l'utilisation d'Internet par le biais de blogueurs, par le biais de tout ce qui se publie sur Internet et qui ne sédimente jamais, c'est toujours en circulation. Une donnée fausse que vous mettez sur Internet, elle va vivre sa vie éternellement, elle va être reprise, elle va être citée en permanence sur des forums, sur des fils de discussion, et il n'y aura jamais finalement quelqu'un ou quelque chose qui va pouvoir arrêter sa diffusion. Donc ça, c'est quelque chose de très puissant et qui se voit dans la manière dont cette rhétorique climato-sceptique qui était purement américaine s'est transmise à la France. En France, on n'entend pas parler de climato-sceptique avant 2005. Avant 2005, il n'y a rien. Le climato-scepticisme n'existe pas, le mot n'existe pas. Et ce qui se passe en 2005, au milieu des années 2000, grosso modo, c'est que Internet évolue et on passe à quelque chose qui s'appelle le Web 2.0, qui est un peu jargonnant, et qui dit en gros qu'on passe à des nouvelles interfaces qui permettent aux internautes, à tout un chacun, de publier autant que les institutions qui s'étaient emparées jusqu'à présent du web et qui eux-mêmes publiaient, les institutions, c'est-à-dire les journaux, les gouvernements, les entreprises, etc. Donc, dès le milieu des années 2000, la blogosphère, c'est-à-dire la masse des contenus publiés par les internautes, devient comparable à la masse des contenus qui sont publiés par les institutions. Qu'est-ce qui va se passer ? En 2005, la blogosphère française va récupérer ce qu'elle trouve dans la blogosphère américaine, ces éléments de langage, ces éléments d'argumentaire qui ont été construits de toutes pièces, elle les récupère, elle les traduit, elle les agrège et elle les met en circulation dans
dans le débat public français. Comment se passe ce phénomène? C'est un phénomène absolument fascinant, en fait. C'est qu'en réalité, tout vient d'Internet. Alors ça paraît difficile à croire, mais en gros, il y a un temps d'incubation d'environ 2 ans dans la blogosphère française. Entre 2005 et 2007, ce discours climato-sceptique incube, et à partir de 2007, il va être récupéré par toute une variété d'auteurs, de scientifiques qui sont étrangers aux sciences du climat et qui vont littéralement copier, en quelque sorte, faire du plagiat servile de cet argumentaire pour en faire des livres grand public. Et à partir de 2007, on voit apparaître dans le milieu de l'édition en France quantité extravagante de livres qui contestent le changement climatique. Quand on lit ces livres, quand on les décortique, quand on regarde l'appareil bibliographique, eh bien on se rend compte que la plupart de ce qui est cité dans ces bouquins provient d'Internet. Donc la diffusion du climato-scepticisme dans le débat public français, elle est passée par un phénomène assez étonnant d'inversion des rapports d'autorité, où des grands scientifiques, parfois des gens qui étaient galonnés, des gens sérieux, se sont mis à copier ce qu'il y avait sur Internet. Alors, dit comme ça, je suis sûr que vous ne me croyez pas. Donc, moi, il y a des centaines d'exemples. J'en ai un qui est très amusant et très savoureux que je peux partager avec vous. Le 22 mai 2010, le journal Le Monde reçoit, courant mai 2010, on va dire, le journal Le Monde reçoit une proposition de tribune signée d'un grand géochimiste français dont on a parlé tout à l'heure, et à coloration clairement climato-sceptique, où voilà, il remet en cause le consensus scientifique, etc. Et dans cette tribune, il va donner une liste de noms de chercheurs dont il dit qu'ils sont d'accord avec lui et qu'ils sont également opposés au consensus scientifique. Alors, en lisant le brouillon de la proposition envoyée par ce géochimiste climato-sceptique, et en lisant cette liste de noms, je me suis dit que c'était pas possible. Les gens qui sont là, je les connais, et ils ne sont pas climato-sceptiques, donc j'ai cherché à savoir d'où provenait cette liste. Qu'est-ce qui a poussé ce grand savant à agréger ces noms pour les associer à sa campagne climato-sceptique? Et j'ai simplement rentré les noms dans l'ordre, dans le même ordre en fait, dans Google, et on se rend compte qu'il n'y a qu'un seul endroit sur Internet où ces chercheurs étaient mentionnés comme climato-sceptiques dans cet ordre-là. C'était sur un blog d'un parfait inconnu qui, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, est allé puiser dans la blogosphère américaine de quoi remettre en cause le changement climatique anthropique. Pour la petite histoire, le forfait, en quelque sorte, est signé, puisque le blogueur a fait une faute d'orthographe sur le nom d'un des chercheurs. Il cite Jochem Marotk, alors que c'est Jochem Marotsk, il a oublié un Z. Et la faute d'orthographe se retrouve dans la tribune envoyée par ce grand chercheur au journal Le Monde. Voilà, ce qui veut dire qu'il n'y a même pas eu le soin de vérifier l'orthographe des noms propres cités. Voilà, très rapidement, l'avenir du climato-scepticisme. Alors, il est évidemment clair que, en tant que tel, le climato-scepticisme est condamné à relativement court terme, peut-être à moyen terme, tout simplement parce que les effets vont devenir suffisamment forts et évidents pour que les populations cessent de douter. Encore que, si on regarde la situation aux États-Unis, on se rend compte que la capture du débat public a un effet énorme sur la structuration de l'opinion, puisque les États-Unis sont certainement un des pays occidentaux les plus fragiles, les plus sensibles au changement climatique. On a parlé de Katrina tout à l'heure, il y a eu Sandy récemment, il y a les 4 années de sécheresse en Californie qui s'éternisent. Il y a toute une variété de choses qui montrent que les États-Unis sont un des pays du Nord qui souffre le plus du changement climatique, et malgré cela, eh bien, l'opinion demeure assez imperméable au consensus. Le discours climato-sceptique est en cours d'évolution. Aujourd'hui, on le voit par exemple avec les prises d'opposition de quelqu'un comme Björn Lomborg, qui est lui aussi une des figures historiques du climato-scepticisme, qui a reconnu maintenant le consensus scientifique et qui verse vers un discours plutôt techniciste, disant, après tout, il n'est pas si grave
qu'on continue à émettre des émissions de gaz à effet de serre, on va trouver des moyens, de la géo-ingénierie, pour contrôler les choses avec la technique, c'est-à-dire il y a pas mal de choses qui sont à l'étude. Par exemple, diffuser des particules de soufre dans la haute atmosphère pour réfléchir une partie du changement climatique, une partie du rayonnement solaire, et ainsi faire baisser les températures au sol. Ce genre de choses qui sont des manipulations à grande échelle du système Terre. Ce discours, il entre, ce discours favorable à la géo-ingénierie, donc au laisser-faire et favorable, disons, à la possibilité éventuelle de contrôler le climat au niveau global par la technique, eh bien, il entre en fusion avec un discours qui est également émergent, qui est le discours transhumaniste, qui est un discours selon lequel on va augmenter l'homme de manière à l'adapter aux perturbations que lui-même a créées dans le système. On va le réparer avec de la technique, ou l'augmenter. Et tout ça converge vers ce qu'on voit apparaître, et là on en revient au débat du colloque sur la biodiversité. Aujourd'hui, il y a un débat assez virulent qui est en train d'émerger entre différentes communautés scientifiques, entre d'une part les conservationnistes, les écologues, les biologistes de l'évolution, et d'autre part des biologistes qui sont spécialistes de biologie synthétique et dont l'ambition ultime finalement est de recréer de la vie, de recréer une diversité artificielle, avec comme sous-texte l'idée que la diversité de la nature dont nous avons hérité n'est peut-être pas si précieuse que ça, puisque un jour, on sera peut-être capable de la recréer. Donc ça nous emmène très, très loin. Et je pense que tout ça forme l'avatar, disons, la suite de ce discours climato-sceptique. Voilà, et j'en ai fini. Merci de votre attention.